Bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui, on fait le saut, on a l'Atlantique qui vient vers nous puisque j'accueille avec beaucoup de bonheur Emmanuel Letourneau. Vous êtes avocat au barreau de Québec et de Paris. Vous êtes spécialiste des questions de gouvernance et vous avez notamment sorti votre 3e livre qui est juste ici. On va peut-être le montrer à nos lecteurs, voilà. Sur les questions de gouvernance et sur les questions de la transition écologique, c'est ça? Et sociale. Et sociale. Oui. Alors, c'est mon 3e livre sur la gouvernance. Et les 2 premiers étaient un peu plus techniques, un peu plus réglementaires. Et celui-là fait état d'où on est présentement en transition sociale et environnementale. Et les décisions se prennent dans les conseils d'administration, d'où l'importance d'être formé, d'être éclairé et de partager. Alors moi, j'avais envie de vous accueillir aujourd'hui dans les fabuleux locaux de l'Intercontinental à Lyon, à l'Académie, pour ce Café des Lyonnes, parce que vous avez un pied en France, un pied au Canada, au Québec, et donc vous avez un regard un petit peu différent de ceux qu'on a eu l'habitude de voir et des invités précédentes du Café des Lyonnes. Donc d'abord, Emmanuel, première question, est-ce que vous êtes une femme engagée? Et pour vous, ça veut dire quoi être une femme engagée? Participer activement à la société, en faire partie, d'en prendre bien sûr, mais en donner, saisir les occasions pour faire mieux. Et les sujets qui m'intéressent, moi j'ai un sens de la justice. Ouais. Et je suis allée à une cérémonie, en fait une soirée en l'hommage de Robert Badinter le 27 février. Et avec tous les hommages, je me suis rappelé pourquoi j'avais choisi d'être avocat. Donc, pour faire ce qui est juste et une contribution, j'étais enfant et j'ai pris conscience de l'importance de l'environnement et de la société aussi. Donc, c'est quelque chose qui m'a amené à prendre des décisions, à faire des engagements, à partager et qui a mené ma vie jusqu'à maintenant. Et alors, il se traduit comment cet engagement dans votre vie quotidienne? C'est dans votre travail, c'est dans votre vie privée, c'est à côté, en dehors de votre profession, par d'autres formes d'engagement? C'est tout ce que vous avez dit. Il faut que ça... Mon engagement et les engagements en général, c'est au travail. On est une personne, donc on a la même personnalité au travail, dans la vie personnelle et dans la société, qu'on se promène dans la rue, qu'on soit dans une organisation, un conseil d'administration d'un centre chorégraphique. Tout ça, c'est de l'engagement. Donc, je ne crois pas qu'on puisse morceler un engagement en nous. On va le faire vivre dans toutes les plateformes. Alors, vous allez nous raconter votre parcours tout à l'heure, mais d'abord, j'avais envie de vous demander, avec cette vision un petit peu des 2 côtés de l'Atlantique, vous trouvez que les femmes, elles sont suffisamment engagées et impliquées dans le débat public, dans la cité aujourd'hui, que ce soit en France ou au Québec? Bien, les femmes le sont, à ce que je peux voir d'un côté ou l'autre, sont impliquées, mais des fois, il y a des entraves à l'implication et à l'accès au débat public. Par exemple, on va chercher des experts sur tel domaine, mais si on les cherche parmi nous, parmi un groupe d'hommes qui va chercher une femme, par exemple, c'est pas les mêmes réseaux. Les réseaux sont pas nécessairement ouverts. Donc, c'est un des obstacles, l'ouverture des réseaux. Et c'est une des choses qui est importante dans la composition d'un conseil d'administration. Quand on cherche à combler des postes avec des femmes, c'est qu'on n'ira pas, on ne peut pas aller dans le même réseau qu'habituellement. Il faut les ouvrir. Il faut avoir accès à des organisations comme les Lyonnes qui ont un réseau de femmes qui sont prêtes à l'engagement. Alors, je crois que il y a peu de réticence sur le quoi faire, pourquoi faire, mais le comment reste vraiment à améliorer. Et même les meilleures intentions vont passer à la trappe du comment. Vous voyez une différence, vous, entre le Québec et la France sur ces questions de place de la femme dans le débat public ou c'est un peu partout pareil? Bien, c'est difficile de dire c'est partout pareil parce que, disons, dans les pays plus développés, il y a toujours cet objectif-là. Non, je vous dis ça parce qu'en France, on a beaucoup évolué sur l'aspect législatif et dans les comités de direction, etc. Maintenant, on a imposé des quotas. Oui. Donc, les femmes, progressivement, sont en train d'arriver et de prendre des postes. Est-ce que c'est la même chose au Québec ou... On n'a pas l'équivalent de la loi Copé-Zimmermann. Non. On a par contre de la divulgation à faire. Ça veut dire quoi? De la divulgation, c'est qu'on doit, les sociétés qui sont cotées en bourse doivent divulguer combien de femmes, les efforts qu'ils ont faits pour avoir des femmes au sein de leur conseil, mais aussi au sein de la haute direction.
Mais que ça, avec la poussée des actionnaires, a vraiment aidé à accélérer les choses. On n'est pas à une pleine parité. Dans les sociétés d'État, donc les sociétés gouvernementales, il y a une obligation au Québec d'avoir une parité. Ah oui? Et au gouvernement fédéral, je ne suis pas certaine qu'il y a une obligation, mais les efforts, ils sont, et on voit que les conseils d'administration ont une présence féminine qui apporte une différence parce qu'il faut se rappeler les études, que ce soit une étude comme celle de Sodexo, que ce soit des études universitaires comme au Québec, au HEC et Claude Francoeur, et les travaux de Louis Champoupaillé, je parle pour le Québec, on voit que les sujets environnementaux et sociaux sont mieux traités par les femmes. Donc, à savoir pourquoi, tout ça, on fera d'autres études. Mais donc, la mixité, on parle d'une zone 60-40 % dans l'étude de Sodexo. Des fois, c'est un petit peu différent, mais quand même, il faut au moins 3 femmes pour faire une différence. Ah oui, d'accord, oui, quand même. Alors, si on met une femme parmi 13 hommes ou 12 hommes, bien, ça va être un peu plus difficile. Ah ouais. Donc, je vois une progression au Québec, tant en France, à savoir aussi le rôle comme que les administratrices ont. Est-ce qu'elles sont aussi présidentes d'un comité? Est-ce qu'elles sont présidentes du conseil d'administration? Donc, il y a encore des zones à aller chercher. Et trouver toujours les entraves. Si on dit, oui, mais les femmes ne sont pas intéressées parce que... Hein? Oui, mais vraiment, c'est quoi l'obstacle? Et ça va être la même chose à chaque fois qu'on veut, élargir le conseil à des compétences qui sont utiles pour le déploiement de la planification stratégique, pour la gestion des risques. Donc, pour répondre à votre question, il y a beaucoup de progrès. Les commentaires au Québec que des fois j'entendais il y a 10 ans, on ne les entend plus. Ah oui. Oui. Alors, on va revenir sur ces questions de gouvernance qui sont parfois un petit peu opaques pour les femmes qui ne sont pas, qui ne connaissent pas bien ces sujets. C'est vrai que c'est très particulier, les questions de gouvernance. Mais d'abord, on va parler de votre parcours et vous poser la question, quand vous étiez petite fille, vous rêviez de faire quoi? Vous vouliez être avocat, plus grande? Bien, c'est venu, j'étais un peu plus fantasque que ça, j'avais toutes sortes d'idées, mais les choses se sont clarifiées au début de l'adolescence quand j'ai réalisé, et d'autres vont dire que c'est une autre porte, mais que pour la compréhension du monde, le droit était une bonne porte, une bonne clé, une bonne porte. Et donc, c'est comme ça que je l'ai décidé. Puis aussi, j'avais l'impression que ça aidait à faire ce qui est juste. Ah oui, OK. Donc, très, très vite, en fait, vous avez su que vous vouliez faire du droit. Oui. Et donc, vous faites quoi? Vous faites une université à Montréal? Oui, c'est là. En fait, j'ai fait l'université à Québec. Québec, oui. Et avec un échange à Paris-Assas. D'accord. Et ensuite, j'ai fait une maîtrise qui est de l'équivalent de DA ici, qui portait sur la gouvernance, donc une loi importante aux États-Unis qui était votée, qui a changé énormément de choses à travers le monde. C'était la loi Sarbanes-Oxley. Donc, c'est comme ça que au début, je ne savais pas que j'allais là, mais c'est comme ça, en me collant à l'actualité, que j'ai trouvé ma voie. Ah oui, donc vous êtes arrivé sur les sujets de gouvernance tout de suite, en fait? Assez rapidement, oui. Ah oui, OK. Oui. Qu'est-ce qui vous a plu dans ces sujets? Parce que ça touche tellement de sujets. La gouvernance, ça touche énormément de sujets. Ça touche à la communauté, ça touche au savoir-faire, ça touche à la culture d'entreprise. À travers la gouvernance, on voit la justice, on voit les communautés et c'est c'est un ingrédient, c'est une façon de faire, c'est une norme, mais en même temps, c'est un ingrédient pour faire les choses. Donc, la gouvernance d'une entreprise à une autre ne sera pas la même, puisque la culture d'entreprise d'une entreprise à l'autre n'est pas la même. Donc, il faut développer des savoir-faire, des savoir-être pour y arriver. Donc, quand des fois on dit « ouais, ça ne fonctionne pas bien, peut-être que ça ne sert à rien », bien, ça dépend comment on le fait. Il faut être un peu acharné pour trouver la bonne façon, mais surtout être entouré des bonnes personnes, des personnes passionnées, des personnes qui y croient et qui veulent s'impliquer. Alors, donc, vous spécialisez très vite sur les questions de gouvernance. Quel est votre premier job? Vous travaillez où? En France, au Québec? Ah, le premier, il y a eu toutes sortes de petits préambules, mais mon premier vrai, c'était chez Bombardier Transport, qui était par Alstom.
Et je travaillais. Et là, la gouvernance, c'était pas... J'étais en train de faire la mémoire, puis c'était pas... c'était avant 2002, au tout début. Et je travaillais, je faisais du litige aux États-Unis. En fait, tous les petits litiges... les commerciaux, alors? Pas commerciaux. Non? Autour des commerciaux, les accidents de travail. Ah, d'accord. Oui, toutes sortes quelqu'un qui se fait arrêter, un Mexicain qui se fait arrêter par la police aux États-Unis, l'arrête. Est-ce qu'il s'est fait arrêter parce qu'il est discriminé? Des éléments comme ça, il y en a vraiment beaucoup. Il y avait un accident de train, il y a une personne qui malheureusement était décédée, donc intervenir auprès de... Oui, alors c'était assez... Dans du contentieux international, finalement. Oui, mais avec des questions humaines, des questions où il faut agir de façon juste et jusqu'au point où j'étais nouvellement arrivée. Et puis, j'ai demandé au vice-président affaires juridiques de ne pas faire appliquer la norme parce que c'était injuste. Ah oui? Oui, c'était comme elle était écrite, il y avait un aspect d'injustice pour la situation, comment elle s'était passée. Alors, j'ai fait mon point, ça a fonctionné, mais c'est de l'engagement qu'on dit « où vous êtes engagé ». Moi, je suis engagée tout le temps. Je vois une injustice, j'essaie avec les compétences que j'ai de comprendre, puis aussi de voir est-ce qu'on peut retourner l'injustice pour que ça soit une justice. Il ne faut pas besoin d'aller au palais de... Ah oui, pas toujours, oui, c'est ça. C'est une bataille de tous les instants, c'est ce que vous voulez nous dire. Une bataille, je pense je dirais pas une bataille parce qu'il faut le faire de façon harmonieuse. D'accord. Oui, voici les faits, puis voici ce qu'on peut faire, puis... Ouais. Et donc là, une vigilance. Et donc du coup, là, donc ça c'est votre premier job. Et ensuite, vous évoluez comment, de quelle manière? Bien, comme j'avais fait la maîtrise, et je me suis dit que ça serait intéressant d'aller à l'Autorité des marchés financiers du Québec, où toute la réglementation était en train d'être faite, en fait, à travers le Canada, puis en réponse à Sarbanes-Oxley. Et donc, j'y ai travaillé en gouvernance. J'étais au marché des capitaux, donc au sein des marchés des capitaux. Et puis, c'était l'endroit où être. Donc, j'ai travaillé sur l'élaboration de la réglementation, sur leur mise en place, sur leur vérification. Et puis, aussi, j'ai fait de la négociation avec les autres provinces, puisqu'au Canada, les valeurs mobilières, c'est une compétence provinciale. D'accord. Alors, j'ai fait à travers tous les différences culturelles qu'il peut y avoir à travers le Canada. Et puis, donc, à un certain moment, je me suis dit, il faut aller faire ce que j'ai... Alors, je suis allée dans une banque. Pour mettre en pratique? Mettre en pratique. Je suis allée dans une banque quelques années où je faisais ce que je révisais. D'accord. Et donc... Vous avez regardé comment ça fonctionnait des deux côtés, en fait. C'est bon, hein? Ouais. Et puis, j'ai appris beaucoup. OK. Et en fait, c'est très réglementé. À la fois, c'est très réglementé, mais de plus en plus, en fait, à cette époque-là, ça fait quand même quelques années, il y avait une recherche d'aller au-delà des normes en gouvernance. On se rappelle que chez nous, c'est moins réglementé qu'ici. D'accord. Et donc, c'est la divulgation qui est nécessaire pour donner de la possibilité aux investisseurs partie prenante de réagir. Alors, donc, j'ai extrêmement appris, puis on cherchait des pratiques à instaurer, une politique sur la diversité, par exemple. Et donc, ça bougeait beaucoup. Mais je me suis dit, tu sais, pourquoi pas aller à un endroit où c'est déréglementé? Donc, les PME, sont pas touchés par cette réglementation. Alors, on travaillait avec des entrepreneurs, des gens qui ont fondé leur entreprise et qui gardent ça près d'eux, hein. Et avec raison. C'est tout un accomplissement, monter une entreprise. Et là, c'est Desjardins, dans une des filiales qui faisait du financement à des entrepreneurs, mais leur demandait de mettre en place des pratiques de gouvernance. Pourquoi? Parce que ça apporte de la valeur, ça apporte de la sécurité et ça permet d'aller chercher des compétences plus diverses. Alors, au lieu d'avoir les 5 fondateurs au conseil d'administration, bien, on peut en avoir 2 et 3 personnes externes
pour les aider. Puis de toute façon, s'ils sont trop près de leur copine, ils ne vont pas s'en apercevoir. Puis aussi, ils se ressemblent tous. Hein? Oui, c'est ça. Ouais. Alors, donc, c'était vraiment intéressant. Il y a des activités pour leur faire connaître la gouvernance, mais aussi, quand il y en avait un chef d'entreprise qui était « moi, je sais que c'est une condition, mais par contre, je me sens pas à l'aise. » Mais t'es avec les autres qui étaient convertis, puis ça se faisait tout seul. Oui. Mais alors, comment vous en arrivez à être à la fois avocat au barreau du Québec et de Paris? Bien, en fait, c'est à Paris, comment je fais? En fait, le titre au Québec, on peut travailler dans une entreprise et avoir le titre d'avocat. À Paris, c'est autre chose. Oui. Donc, je pratique pas en ce moment, mais je suis membre du barreau. Donc, ça donne plutôt des clés pour comprendre les différences entre les deux territoires. D'accord. Et aussi, ça donne aussi aux autres personnes une certaine compréhension d'un savoir-faire. Oui, mais donc, pourquoi l'avoir fait? Parce que ça m'intéressait. D'accord. Oui, ça m'intéressait d'être sur les deux territoires. Ça m'intéressait de venir un peu consacrer les études que j'avais faites. J'avais été aussi à l'école primaire secondaire en partie, donc ma vie a été assurée. Oui. Vous avez déjà un double cursus naturel exactement. entre les deux pays. Bien ciblé la question, bravo. Ah ouais. Et vous diriez que dans votre parcours professionnel, est-ce que vous avez été aidé davantage par des hommes, par des femmes, ou c'est vraiment vous qui avez à chaque fois décidé de dire « Tiens, j'ai envie d'aller voir du côté de comment on fait la législation, tiens, j'ai envie de le mettre en pratique ». Qu'est-ce qui a influencé votre parcours? Mais je dirais, j'aurais du mal à dire que c'est plus les hommes ou les femmes qui m'ont aidé. Ça dépend quel parcours, puis ça dépend aussi sur quelle chose. J'aurais du mal à dire que j'ai fait tout ça moi-même. Parce que les gens donnent des conseils, ils ouvrent des portes, t'encouragent. À certains moments, à la fin du livre, t'en peux plus. Puis les gens te disent « Lâche pas, la fin s'en vient. » Donc, même quand on travaille extrêmement fort, on est redevable à beaucoup de... Oui. Et je crois que c'est important quand on pose des questions. Tu sais, des fois, on a besoin d'informations et que les gens nous donnent vraiment leur juste. Ça nous évite m'a évité d'aller dans des impasses. Oui, c'est ça. Oui. Et puis, des gens qui touchent un mot, Emmanuel aurait besoin de telle chose, veux-tu... Alors, j'en ai eu beaucoup de coups de pouce. OK. Oui. Et est-ce que vous aviez confiance en vous ou c'est venu en faisant? Bien, je suis une personne de doute. Il y a des personnes qui veulent ouvrir une fabrique de ski dans le Sahel, puis ils vont foncer, puis peut-être même vont réussir. Moi, je suis quelqu'un de doute. D'accord. Donc, je doute, et puis après, je décide et j'agis. Mais je crois pas que pour devenir quelqu'un qui a du leadership, il faut jamais douter. Ouais. Puis si quelqu'un écoute l'entrevue, il se dit « Oui, mais moi, je doute », ben moi aussi. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en tout cas, en France, on a souvent ce débat de dire qu'effectivement, les femmes, elles hésitent beaucoup à entreprendre, à aller, à faire, notamment parce qu'elles manquent de confiance en elles et qu'elles doutent trop pour pouvoir faire toutes seules. Vous diriez que vous avez pris le parti de faire. À partir du moment où on prend la décision, vous déroulez et vous ne posez pas de questions. Bien, je continue à m'en poser parce qu'il y a plusieurs étapes. Mais sur ce que vous dites, là, quand on rentre dans un système et que c'est un système qui a été bâti pour des hommes, et alors une femme doit s'insérer là-dedans. Alors, elle ne se reconnaît pas nécessairement. Elle n'a peut-être pas... On parle de plus en plus de mentorat pour les femmes, mais le fait de douter, ce n'est pas un obstacle. Au contraire, et puis... Peut-être que dans le conseil d'administration, des fois, il y a une décision qui se prend, puis supposons, là, je fais un peu de la caricature, tous les hommes disent c'est une bonne idée, mais si les femmes disent oui, avons-nous pensé à ça, c'est pas un obstacle, c'est une discussion équilibrée. Alors, je le vois vraiment pas de cette façon-là. Quand on est en train de faire des changements, on attribue certaines choses à l'un et à l'autre, mais il faut les faire fonctionner ensemble et aller chercher le meilleur. Donc, certaines études disent sont à l'effet qu'il faut 3 femmes
Oui, pour c'est ce que vous faire disiez changer, tout à l'heure. c'est ça. Et puis, peut-être qu'un jour, ça changera, mais l'effet de masse qui peuvent arriver, toutes les techniques qu'on peut nous apprendre pour être dans un conseil d'administration et faire porter son point, c'est quelque chose. Puis, des fois, juste la voix aussi. Quand j'étais à la Banque nationale, il y avait des ateliers, ça s'appelait Femmes en tête, un programme pour les femmes qui voulaient progresser dans l'organisation. Et un gestionnaire disait souvent les femmes se font couper, elles parlent, puis elles se font prendre la parole. Oui, c'est vrai. Et c'était conscientiser les femmes, mais les hommes, mais aussi pour les femmes, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Puis j'étais dans un panel au Québec international, donc il y avait des gens de plusieurs pays. Et donc, on était plusieurs, on était en ligne. Il y avait un peu à gauche, il y avait la personne qui animait. Et une dame, une jeune femme, lève la main, donc toujours dans le panel, et se fait donner la parole. Et quelques secondes après, elle est en train de parler, là, elle avait fait 30 secondes. La personne à ma droite lui coupe la parole et se met à parler. Il n'avait pas demandé. Et là, elle se met à faire de l'hyperventilation. Et là, je lui mets la main sur l'épaule et je lui dis, je m'en occupe. Alors, pour moi, c'est important d'être solidaire. Elle se fait couper la parole. Elle est fâchée. Ouais. Et je vais laisser gérer cette émotion-là. Et puis, je vais l'aider. Alors, j'allais pas crier non plus à côté de cette personne qui avait la voix forte. Mais les gens, l'assistance, avaient bien vu ce qui s'était passé. Alors, je lui dis, c'est ça qui se passe dans ça, le conseil. Alors, une femme prend la parole et un homme qui lui coupe, après, c'est difficile. Donc, il l'a pas fait pour mal faire, c'était une bonne personne, mais il l'a quand même fait. Il l'a quand même fait, oui. Il s'est pas rendu compte. Il s'est pas rendu compte. Je suis pas certaine de tous les angles de son état d'esprit, mais je sais qu'il l'avait pas fait pour mal faire. C'est ça. Oui, on n'a pas les mêmes comportements. Exactement, puis il faut accepter que c'est pas les mêmes comportements, puis il faut trouver un terrain commun. C'est dommage si une femme va pas dans un conseil d'administration ou une autre structure de gouvernance parce que il n'y a pas une place suffisamment grande qui est faite ou quand on parle de dynamique du conseil d'administration, c'est une des bonnes pratiques. Ouais. C'est à voir comment le conseil, tout ça fonctionne ensemble. Le rôle du président ou de la présidente, c'est pas un rôle où le président ou la présidente a plus de valeur ou de poids, mais c'est vraiment de s'assurer que les gens parlent quand ils veulent parler, que c'est bien circonscrit, qu'on arrive à avoir non pas des dialogues, mais vraiment une vraie conversation au conseil d'administration. Je siège sur le conseil de Téléfilm Canada, qui est une société de la Couronne qui finance le cinéma. Et puis, ça me permet vraiment de... Donc, je suis praticienne, mais en même temps, je le fais, de voir comment on s'assure que tous les points de vue sont pris en compte et après, à partir de ça, on bâtit quelque chose. Alors justement, on parle beaucoup de ces conseils d'administration et on parle beaucoup des postes d'administrateurs ou d'administratrices. C'est ouvert pour les femmes aujourd'hui? Est-ce que c'est facile d'accéder? C'est quoi on va dire, le parcours idéal pour y accéder? Je ne crois pas qu'il y ait de parcours idéal parce que, oui, il faut des gens qui ont des compétences en Indie, en droit, etc., mais on voit dans le plan stratégique où on veut aller. Et c'est qui les bonnes personnes? Est-ce qu'il faut une anthropologue? Est-ce qu'il faut quelqu'un qui est spécialiste de l'histoire? Est-ce qu'il faut vraiment aller chercher les profils? Ça serait dommage de se limiter aux grandes professions, puis ça serait dommage pour les gens qui pourraient contribuer, mais aussi pour l'entreprise qui pourrait bénéficier de ça. Comment on fait? Bien, je pense qu'en étant... ce qui aide beaucoup au Québec, c'est justement que les femmes peuvent aller chercher des premières expériences avec des sociétés d'État. Après, oui, d'accord. Ça aide beaucoup. Oui. C'est le pied à l'étrier. Oui. Quel conseil vous donneriez aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui et qui auraient envie d'aller sur ces carrières avec une dimension internationale ou de mettre le pied dans des gouvernances d'entreprise, etc. Quel conseil vous leur donneriez? Bien, de bien... on n'a pas toujours conscience de toutes les compétences qu'on a. C'est vrai. Oui, on en développe plein, mais des fois, on dit « Ah, ça, c'est secondaire, c'est tertiaire », alors que
en la prenant bien en considération, on peut se rendre compte que les entreprises ont justement de ça. Les entreprises, ça peut être des organisations de toutes sortes. Donc, bien se connaître et valoriser ce qu'on a et de voir comment on peut l'utiliser. Donc, juste au quotidien, de commencer à utiliser ces compétences et puis de les faire valoir. Puis les entreprises, en même temps, ils ont besoin de personnes qui ont plus de tours dans un sac, plus de cordes à leur arc. Oui, alors le monde devient tellement complexe qu'on doit aller chercher des points de vue, riches, mais qui sont atypiques. Oui. D'où l'importance du réseau, finalement. Oui. Bien, des gens, pas nécessairement des amis, mais des gens qui vont nous comprendre qui on est, puis à un certain moment, on reçoit un appel téléphonique. Oui. Et alors, Emmanuelle, dernière question. Si vous aviez une baguette magique, ou si vous étiez en responsabilité, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes, elles soient plus présentes, plus visibles dans le débat public? Si j'avais une baguette magique, je ferais 2 choses, et ça va récapituler. D'abord, par rapport aux femmes, de mieux se connaître, de mettre en avant qui elles sont, et d'accepter, et là, je tombe dans les clichés, mais des fois, on essaie de faire les choses de façon le plus... que ce soit parfait. Oui. D'accepter la non-perfection et d'avancer et de comprendre que même si c'est pas parfait à leurs yeux, ça peut l'être suffisamment aux yeux des autres et que ça va faire un tout avec le point de vue des autres. Et d'un point de vue, l'autre coup de baguette magique, ça serait pour les hommes, d'aménager, et je parle aux hommes en les considérant tous de bonne volonté, de comprendre les obstacles que vivent les femmes et de les aider. Oui, de les aider, de les soulever et de le faire d'une façon où on met tous les outils dans les mains des femmes. Oui, parce que des fois, je me souviens une vieille histoire, là, j'étais avec un ami en voiture à 22h30, il pleuvait et là, il y a une femme qui marchait seule. Ils disent, c'était avant les téléphones et tout ça, on va lui demander le chemin. Je dis, bien là, ça marche toute seule. Le soir, il pleut. Elle se sentira peut-être pas bien. Oui, mais je suis quelqu'un de gentil. Oui, mais elle ne le sait pas. Elle ne sait pas. C'est ce point de vue-là que dans de multiples choses. C'est vrai. Oui, alors, donc, les soulever, les comprendre et les soulever. Très bien, Emmanuelle, merci beaucoup d'être venue partager ce Café des Lionnes avec nous. Je suis sûre que ça aura captivé nos lionnes. Et donc, on mettra votre livre, La gouvernance d'entreprise, puisque vous êtes en train de faire une tournée en France pour présenter votre livre. On était très heureux de vous accueillir ce matin. Je vous remercie de l'invitation et salutations à toutes les lionnes. À bientôt et à la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lionnes. Bonne semaine à tous.